Chers amis, bonjour. Merci à vous tous d'assister à nos forums du CREC cette année sous ce nouveau format vidéo. À ce titre, je tire mon chapeau à notre super secrétaire et super ami Géry Pichot, ainsi qu'à Marie et Vincent de la société Anamorphique. Ils ont déployé une énergie phénoménale pour assurer la réussite de ces forums vidéo en très peu de temps. Merci à vous. Et sachez que vous pourrez revoir ces exposés en replay dans quelques jours. La commission nutrition attire chaque année, à ma grande satisfaction, de plus en plus de monde, certainement grâce à la qualité des orateurs, mais aussi des sujets choisis, souvent précurseurs, je l'avoue sans modestie. Cette année, j'ai souhaité que soient abordés des sujets fondamentaux de la nutrition, afin de faire le point sur les allergies alimentaires, avec notre ami Habib Chaban, sur la prise en charge nutritionnelle du grêle court, un sujet ô combien mystérieux et complexe, avec Philippe Grandval, et cet ennemi qu'est le sucre, tant décrié, avec Dominique Tatter. Sachez qu'au terme des exposés, chacun, vous pourrez poser des questions via le web, à nos orateurs bien sûr, ainsi qu'à nos modérateurs, Michel Bougnol à ma gauche, Guillaume Bonneau au centre, Patrice Pienkowski, tout là-bas au loin, et à distance, en vidéo, Jean-Christophe Letard. Habib, tu as la parole. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du CREG pour leur invitation, pour me permettre de vous parler aujourd'hui des allergies alimentaires et tout particulièrement de certaines pathologies que nous pouvons voir en commun. Les allergies alimentaires sont devenues un sujet de préoccupation quotidienne dans la population, comme en témoigne la multitude de revues grand public qui en parlent. En France, les allergies, toutes allergies confondues, touchent plus de 25% de la population française. Cela représente bien entendu un poids considérable, des millions de journées de travail perdues et un coût global d'environ 1 milliard d'euros. Les allergies alimentaires touchent essentiellement l'enfant d'âge scolaire, jusqu'à 6 à 8%, et chez les adultes, ce pourcentage baisse, il est autour de 2 à 3% au maximum. Le parcours d'un allergique adulte, lorsqu'il ne s'agit pas d'anaphylaxie, bien entendu, peut durer jusqu'à 7 ans avant d'arriver dans le cabinet d'un allergologue spécialiste. Et nous comptons aujourd'hui seulement un allergologue pour 30 000 patients. Une confusion classique règne parfois entre l'allergie alimentaire et l'intolérance à certains aliments. Il s'agit de symptômes initiés par l'exposition à un aliment. On n'est pas dans la situation d'un aliment contenant un produit toxique comme de l'histamine qui donne des fausses allergies aux poissons qu'on appelle la scromboïdose. Nous sommes donc dans une situation où on consomme une dose qui est tolérée par les sujets sains. On parle d'intolérance lorsque les symptômes sont liés à la difficulté à digérer et assimiler un aliment ou à un effet pharmacologique de cet aliment sans que cela implique le système immunitaire. C'est le cas notamment de l'intolérance au lactose par déficit en lactase, l'intolérance au FODMAPs, l'intolérance à l'histamine par déficit en diaminoxydase. On parle d'allergie lorsqu'il s'agit de symptômes objectifs et reproductibles, qu'ils soient digestifs ou extradigestifs, et qui impliquent le système immunitaire. Il s'agit par exemple d'allergie aux protéines de lait de vache, d'allergie à l'arachide, aux fruits à coque ou à des fruits croisant avec des pollens. Si on se limite aux manifestations digestives des allergies alimentaires, celles-ci peuvent être classées en manifestations IgE-dépendantes et non IgE-dépendantes sur le plan de leur mécanisme. Elles font intervenir des médiateurs différents que vous voyez sur cette diapositive. Sur le plan des symptômes, les manifestations IgE-dépendantes se manifestent par le syndrome d'allergie orale qui se caractérise par
des démangeaisons au niveau buccal, avec sensation de picotement également dans la gorge, éventuellement des petits œdèmes des lèvres. C'est une forme finalement d'urticaire de contact local au niveau de la bouche. Il peut s'agir également de gastralgie, de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales ou de diarrhée. Les manifestations non IgE-dépendantes regroupent essentiellement les manifestations éosinophiles, qu'elles soient limitées à l'œsophage ou qu'elles touchent l'estomac, l'intestin ou le côlon. Et enfin, ces manifestations très particulières dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui est le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, ou CIPA. On distingue classiquement deux types d'allergies alimentaires IgE-dépendantes. Le type 1, qui touche essentiellement les nourrissons et les enfants en bas âge. Il s'agit d'une sensibilisation directe, probablement par voie digestive aux protéines alimentaires. Elle est potentiellement plus sévère. Et l'allergie de type 2, qui touche le grand enfant et l'adulte, où la sensibilisation se fait indirectement par réaction croisée avec un pneumallergène. Prenons par exemple l'allergie IgE-dépendante aux noisettes. Chez le jeune enfant, elle peut être responsable de manifestations systémiques potentiellement graves, car la sensibilisation s'est faite vis-à-vis d'allergènes qui sont résistants à la cuisson et à la digestion. Ce sont les protéines de stockage de la noisette. Et cet enfant ne tolérera pas la noisette, qu'elle soit crue ou cuite dans des pâtes chocolatées. En revanche, chez un adulte qui est devenu allergique aux noisettes par sensibilisation croisée avec des pollens de bouleau, il va se sensibiliser contre un allergène qui est fragile, rapidement détruit par la cuisson. Il ne tolérera pas la consommation de noisettes fraîches qui lui donneront un syndrome d'allergie orale. En revanche, il pourra tolérer la consommation de noisettes cuites dans des pâtes chocolatées. Pour établir la preuve d'une allergie IgE-dépendante, l'allergologue ou tout médecin qui a reçu une formation peut effectuer des prick tests pour rechercher une sensibilisation aux pneumallergènes, pour rechercher des réactions croisées avec des aliments, et également aux aliments eux-mêmes. La technique, c'est la technique du prick test. Il peut, par la suite, demander des IgE spécifiques vis-à-vis donc de l'aliment, ou mieux encore, de l'allergène moléculaire s'il est disponible. Aujourd'hui, nous disposons également de biopuces à allergènes qui nous permettent d'aller plus loin. Lorsqu'il n'existe pas d'extrait commercial pour l'aliment suspect, nous pouvons utiliser l'aliment natif directement pour faire le prick test sur la peau. Les prick tests aux aliments natifs se font en piquant la peau directement au travers d'un petit morceau d'aliment. La lecture se fait 20 minutes après en mesurant la papule au centre et la rougeur ou érythème autour. Lorsque l'interrogatoire n'est pas contributif, l'enquête alimentaire peut faire appel au journal alimentaire rempli par le patient sur une semaine. Nous essayons de faire la corrélation entre la prise alimentaire et les symptômes, ce qui peut être parfois contributif. Par la suite, s'il y a un doute, un test de provocation orale en aveugle et en milieu sécurisé peut être effectué. Il est considéré comme l'étalon hors du diagnostic parce qu'il va permettre de reproduire les symptômes, notamment lorsqu'il s'agit d'allergies IgE-dépendantes, mais également de pathologies non IgE-dépendantes comme le syndrome d'entérocolite aux protéines alimentaires. Voici les principales allergies alimentaires à manifestation digestive que nous avons en commun. Elles sont de mécanismes le plus souvent non IgE dépendants. Nous avons également en commun les intolérances alimentaires et le syndrome d'activation mastocytaire que je n'ai pas développé dans mon exposé, sur lequel je pourrai revenir lors des questions.
Voici l'algorithme de prise en charge thérapeutique de l'œsophagite à eosinophile qui commence par mettre le patient sous IPP à pleine dose pendant 8 semaines. En cas de non-réponse, on peut lui proposer un corticoïde dégluti, de préférence le budesonide en gel visqueux ou un produit avec AMM, le Jorvesa. On peut également proposer aux patients un régime d'éviction basé soit sur les résultats du bilan allergologique s'il a été contributif, ou un régime éviction empirique, comme nous allons le voir sur la diapo suivante. Lorsque le bilan allergologique a été contributif, le régime d'éviction a une plus grande efficacité, notamment chez l'enfant, un peu moins chez l'adulte, en permettant d'identifier l'aliment responsable de l'œsophagite. En l'absence d'identification par le bilan allergologique, on peut proposer aux patients un régime d'éviction empirique basé sur l'éviction de 6 aliments ou groupes d'aliments avec une bonne efficacité mais avec une très grande pénibilité pour le patient parce que très difficile à suivre. D'autres auteurs ont proposé un régime d'éviction avec 4 aliments, voire un régime d'éviction de 2 aliments, le lait et le blé, et si ce régime ne suffit pas, eh bien il pourra être élargi ensuite à 3 ou 4 aliments pour permettre d'obtenir une efficacité sur l'œsophagite. Le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires, ou SEIPA, est une entité clinique rare qui a été initialement décrite en milieu pédiatrique, mais on sait qu'il existe des formes adultes. Cliniquement, c'est assez stéréotypé dans la forme aiguë, avec des vomissements répétés survenant dans un délai de 1 à 4 heures après la prise alimentaire, c'est un critère majeur. Parfois une diarrhée avec même rectorragie 5 à 10 heures après le début des symptômes, et surtout un état de léthargie, de fatigue, d'hypothermie et l'absence de tout signe cutané. Il y a eu une conférence de consensus sur le SEIPA en 2017 qui avait recommandé de ne pas faire d'exploration, ni radiologique, ni fibroscopique. Les tests cutanés spécifiques sont toujours négatifs, ils permettent juste d'exclure une forme IgE dépendante, très méconnue chez l'adulte, et la forme la plus classique, confondue avec une intolérance, eh bien c'est le SEIPA à l'huître. Ce sont les personnes qui sont malades, qui vomissent plusieurs fois après avoir mangé ne serait-ce qu'une seule huître et qui ne peuvent plus en manger par la suite. En cas de doute, on peut faire un test de provocation orale pour confirmer qu'il s'agit bien de cet aliment s'il y avait un doute. Le traitement aujourd'hui, c'est l'éviction, et en cas de crise, eh bien, pour arrêter les vomissements, on va utiliser un antiémétique comme l'ondocétron qui est utilisé au cours des chimiothérapies. Voici les principaux aliments responsables de SEIPA chez le nourrisson et également chez l'adulte. Ce n'est pas les mêmes aliments donc au cours des différentes tranches de la vie. Chez l'enfant notamment, il y a une acquisition de tolérance vis-à-vis des aliments qui peut survenir dans un délai de 4 à 6 ans. En revanche, pour certains aliments, cette tolérance ne s'établit pas. Il s'agit notamment donc des poissons, des crustacés, certains légumes et des huîtres notamment chez l'adulte. En conclusion, je dirais qu'il y a parfois et même fréquemment une confusion entre certaines formes d'allergie digestive et l'intolérance alimentaire. Cela nécessite bien sûr un diagnostic précis, mais comme je vous l'ai montré, les outils diagnostiques sont limités, leurs performances ne sont pas toujours extraordinaires. D'où l'importance de l'éducation thérapeutique et de l'éviction personnalisée
qui permettra d'éviter les régimes d'éviction inappropriés avec des risques de carence alimentaire, de troubles de croissance, de néophobie alimentaire, de risques d'accidents anaphylactiques en cas d'allergie alimentaire IgE dépendante vraie. Je vous remercie pour votre attention et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions à la fin des exposés. En attendant, je vous recommande la lecture de cet ouvrage que j'ai rédigé il y a 3 ans sur les allergies alimentaires. Merci Habib, exposé ô combien passionnant et qui nous concerne directement, nous gastro-entérologues. Il est vrai que, comme la population générale, on a souvent du mal à distinguer les intolérances des véritables allergies. Et souvent, on se perd dans des exposés et des examens et des analyses superflues qui retardent le diagnostic et la venue chez vous, allergologue. Je ne cache pas le fait que je suis interloqué et j'apprends ce syndrome, le CEIPA. Quel est son mécanisme exactement ? Question difficile parce qu'aujourd'hui, tout ce que l'on peut dire à propos du CEIPA, c'est qu'il s'agit d'une allergie non IgE dépendante. Il y a des formes atypiques dans lesquelles on trouve des IgE. Ça représente à peu près jusqu'à 20%. Parfois, ça peut être des formes de transition du CEIPA vers l'allergie IgE dépendante. Mais en soi, le mécanisme du CEIPA est aujourd'hui non connu et non encore élucidé. On cherche à comprendre exactement ce qu'il se passe. On a pensé à un moment donné peut-être l'intervention de polynucléaires neutrophiles, parce qu'un des éléments, notamment du diagnostic positif lorsqu'on fait un test de provocation orale pour le diagnostic de CEIPA, c'est l'augmentation des polynucléaires neutrophiles entre le T0 et quelques heures après l'apparition des symptômes. Mais c'est un épiphénomène et qui semble ne pas être forcément lié au mécanisme. C'est peut-être quelque chose de secondaire. Est-ce qu'il s'agit d'une réaction qui est liée à une activation directe des mastocytes ? C'est pas évident parce que s'il y avait une activation de mastocytes, on aurait de la tryptase, de l'histamine et on aurait des réactions cutanées. Or, il n'y a pas de signe cutané dans le CEIPA. Ça reste totalement digestif. Le diagnostic est clinique, vomissement, état de fatigue, léthargie, qui peut donner même un choc hypovolémique. Il ne faut pas, bien sûr, donner d'adrénaline dans ce cas-là. Mais sur le mécanisme aujourd'hui, c'est encore obscur. Merci Habib. J'ai une observation et une question avant de laisser la parole à tous les modérateurs et à Jean-Christophe qui est à distance. On observe fréquemment ce que tu as mentionné, les régimes inappropriés qui aboutissent à des carences et à des phobies alimentaires. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de ces allergies ou ces intolérances au gluten qui viennent encombrer nos cabinets et nos consultations avec des régimes d'exclusion absolument abracadabrantesques. Le lactose est un peu pareil, et qui aboutit à des véritables phobies alimentaires. C'est une observation, c'est pas une question, et je pense qu'on doit vraiment instruire et être informé sur ce problème d'allergie pour véritablement corriger le chemin de nos patients et leur nutrition déviante. Ma question après, qui n'a rien à voir, et je pense que nos spécialistes des Mickey pourront me répondre. Est-ce que ces Mickey que l'on qualifie d'indéterminés peuvent être liés à des allergies, justement? Guillaume, tu as la parole. Question très difficile. Pour rebondir un peu à ta question, finalement, ça pose le problème de... Bon, on voit bien qu'il y a les allergies IgE dépendantes où on a des mécanismes qu'on connaît bien avec ces manifestations buccales, les signes classiques de l'allergie IgE. Et puis on voit tout ce champ des allergies non IgE dépendantes qui ont des symptômes complètement différents. L'œsophagite eosinophile, ça va être les manifestations œsophagiennes avec la dysphagie, donc une symptomatologie particulière. Le CEIPA, ça va être c'est cette classique séquence vomissement, diarrhée et malaise lipotymique. Donc on voit bien que dans ce grand champ
des non-IgE dépendants, c'est tout un tas de maladies différentes. Et c'est ça qui me perturbe, parce que j'ai l'impression qu'on sous-évalue ce champ des allergies non-IgE dépendantes. Et que dans l'avenir, finalement, on va identifier tout un tas de maladies, mais on appelle ça allergie, mais finalement, c'est des pathologies différentes. Voilà. Enfin, c'est une impression qu'on va vers ça. J'aimerais avoir un commentaire. Est-ce que, Habib, est-ce que quelqu'un qui n'a pas une grande connaissance des allergies, recevant un patient, commet une faute majeure en demandant un dosage des IgE globales, afin d'éliminer déjà les IgE dépendantes, et faire les trophatopes, ce que l'on appelle les trophatopes 1, 2 et 3. Est-ce qu'on a déjà un débrouillage intéressant? Alors, d'une part, les IgE totales ne sont absolument pas indiquées pour le diagnostic, ni pour permettre ni de confirmer, ni d'éliminer une allergie IgE dépendante. Pour la simple raison, c'est que 30% de vrais allergiques ont des IgE totales normales. Donc, sur ce critère-là, si on se basait là-dessus, pour éliminer une allergie, on perdrait un tiers des patients. Et on peut avoir des situations où les IgE totales sont élevées pour d'autres raisons, qu'elles soient parasitaires, infectieuses, autres. Hein. Donc, c'est vraiment pas le bon test. Donc, il ne faut pas faire de dosage d'IgE total pour diagnostiquer ou exclure une allergie. Faut-il faire des trophatopes? En dehors du nourrisson et du jeune enfant, je dirais jusqu'à 3 ans maximum, 2-3 ans. Au-delà, aujourd'hui, faire des trophatopes chez un grand enfant ou un adulte est pas contributif parce qu'on va trouver vraisemblablement des positivités qu'il va falloir interpréter en fonction du bilan de positivité des pneumallergènes, parce qu'il s'agira de réactions croisées entre des pollens, des acariens, d'autres choses qui croisent avec des aliments. Il y a des allergènes communs entre ce qu'on respire et ce qui est dans la nourriture. Donc, des trophatopes chez un adulte, ça peut être positif par réaction croisée. Donc après, il va falloir en tirer quelque chose. C'est pas forcément ça qui explique les symptômes de notre patient. Donc c'est ça la difficulté. Donc personnellement, je ne conseille pas de demander des trophatopes si ce n'est pas ciblé. Alors on en a aujourd'hui les mélanges de trophatopes, on connaît 1, 2, 3, mais en fait il y en a plus d'une trentaine de mélanges. Donc il faut cibler le mélange qu'on veut. Si un patient vient parce qu'il a réagi à des fruits à coque ou à des fruits de saison, c'est pas pareil. Donc les 1, 2, 3, c'est des trucs toujours les mêmes et c'est pas intéressant. Si c'est pas ciblé, ça n'a aucun intérêt. Merci Habib. J'ai une question pratique via le web là, qui me semble effectivement importante. Tu as parlé de budesonide ingérable. Oui. Est-ce qu'il existe en gel? Il est commercialisé? Alors, c'est une préparation magistrale qu'on peut demander. En fait, on va utiliser les dosettes qui servent à la nébulisation, pour l'asthme ou d'autres situations aussi. On va les utiliser et on va les mélanger, enfin demander au pharmacien de faire une préparation magistrale, soit avec du sucralose, soit avec tout autre gélifiant qu'il peut proposer, que le préparateur peut proposer. Et donc on met une dosette de 2 millilitres plus comment dirais-je, l'équivalent en sucralose, et on va demander donc au pharmacien de fournir une petite pipette qui permettra donc au patient de prendre par exemple 2 fois par jour 2 ou 4 millilitres du produit. Donc on va adapter pour avoir la dose que l'on souhaite avoir. Il existe un produit qui est avec AMM, c'est le Jorvesa, mais il est à prescription hospitalière et disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières. Et il ne faut surtout pas utiliser le budesonide comme le budécorte ou l'antocorte parce que ce sont des gélules avec du budesonide dans une enveloppe gastro-résistante, donc il n'aura aucun effet quand il va traverser l'œsophage. Son effet se fera
seulement lorsque le budesonide aura été absorbé au niveau de l'intestin et on aura un effet plutôt systémique. Donc ce n'est pas du tout l'effet qu'on recherche. Donc il faut donner quelque chose qui a une action topique. Et ce que l'on faisait autrefois, c'est de faire inhaler les patients avec de la fluticasone par exemple, ou du pulmicorte, et de faire déglutir le patient, d'attendre 30 minutes sans manger, etc. C'est intéressant, mais on n'est pas sûr que le patient ait pris la bonne dose à chaque fois. C'est pour ça qu'utiliser des dosettes qui servent pour la nébulisation et les mélanger avec un gel, c'est mieux. Je te remercie. Patrice Pienkowski a une question à te poser. Oui, je voudrais faire évoluer la discussion, comme vous l'aviez suggéré au début, sur la thématique des intolérances alimentaires. Parce que finalement, les allergies, même si c'est compliqué pour nous et aussi beaucoup pour la population générale, finalement, c'est relativement bien cadré. On a bien écouté ce que vous nous avez dit et on arrive à cadrer les choses. Par contre, l'intolérance alimentaire, c'est beaucoup plus complexe et les patients s'engouffrent là-dedans. Les revues généralistes aussi, et sur des revues comme Santé Magazine par exemple, il y a toute une foultitude de tests proposés à ces gens-là pour analyser leur intolérance multiple. Donc je devine la réponse, mais que faut-il en penser? Que faut-il leur dire sur ça? C'est généralement vendu très cher et c'est vrai que le coût est peut-être un critère pour eux d'efficacité. Donc que faut-il leur dire? Voilà, alors c'est justement donc ces fameux dosages d'IgG anti-aliments qui sont proposés de plus en plus, y compris par des laboratoires que l'on considérait jusque-là sérieux comme Eurofins, Biomnis, qui en proposent, et même le Cervin. Donc c'est un peu scandaleux de leur part de faire ça, parce que tous les consensus internationaux, toutes les sociétés d'allergologie, d'immunologie du monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde, déconseillent leur utilisation. Les IgG anti-aliments, on en a tous. Tout le monde en a, et c'est le plus souvent, dès le plus jeune âge, c'est la preuve d'acquisition de tolérance. On peut en avoir, bien sûr, beaucoup plus lorsqu'on a un trouble de perméabilité intestinale, lorsqu'on a une vraie maladie au niveau de l'intestin, mais ce n'est pas un test diagnostique. C'est surtout une grosse arnaque, une grosse super... faut vraiment mettre en garde les patients de ne pas dépenser de l'argent là-dedans. Parce que d'avance, si les personnes qui prescrivaient ça prenaient le temps de regarder les résultats, ils s'apercevraient que pratiquement ils sont tous les mêmes pour tout le monde. Donc moi je leur dis, c'est même pas la peine de faire le test, je vous donne les résultats d'avance. Donc il faut vraiment déconseiller ce type de test qui mène à des évictions parfois dramatiques chez des patients qui arrivent et qui ont supprimé 15 aliments de leur régime avec des carences et puis des difficultés, des problèmes ensuite de néophobie alimentaire, etc. Donc vraiment à déconseiller formellement. Et il existe aujourd'hui en France, on peut s'appuyer sur deux choses. Premièrement, une recommandation de la HAS, et deuxièmement, un texte qui a été de recommandation de la Société française d'allergologie sur les IgG anti-aliments, dont je suis le premier auteur. Donc on est bien d'accord, c'est de l'arnaque. Juste une question, si je peux encore. Sur les œsophagites à eosinophiles, que pensez-vous de la stratégie d'éviction alimentaire et de réintroduction positive séquentielle avec à chaque étape une nouvelle endoscopie pour biopsie œsophagienne? Je dis ça parce que j'ai été amené à le faire une fois en collaboration avec Franck Zerbib. C'est certainement efficace au bout du compte parce qu'on arrive à identifier l'allergène responsable, mais c'est quand même assez lourd puisqu'il faut plusieurs endoscopies tous les 2 mois. Voilà. Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est à faire ou pas? Alors, c'est efficace, mais c'est extrêmement lourd pour les patients. Déjà, j'en vois un certain nombre, assez régulièrement, j'en suis un certain nombre. Lorsque on leur propose cette stratégie, elle est difficilement acceptable pour le patient. Donc c'est pour ça que les auteurs qui avaient proposé une éviction dès le départ de 6 aliments au groupe d'aliments de façon empirique, on s'est aperçu que c'est infaisable. Et faire une fibro tous les 2 mois, c'est infaisable. Donc après, on a baissé à 4, puis à 2. Aujourd'hui, si je puis dire, la façon la plus simple, c'est que ce soit ciblé ou non ciblé, on commence le plus possible avec le moins d'éviction possible pour le patient. Et
lorsqu'on réintroduit, bien sûr, il y a la clinique, mais ça ne suffit pas parce que parfois le patient se sent bien et quand on fait le contrôle, on trouve encore un nombre de déosinophiles supérieur à 15 par champ. Donc, on ne peut pas se passer de la fibro et de la biopsie pour confirmer qu'il y a eu véritablement une rémission et surtout une tolérance à l'aliment qui a été réintroduit. Mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver un juste milieu parce que c'est très lourd pour le patient. Décidément, ce débat est riche. J'ai encore plein de questions, mais nous n'aurons pas le temps de les poser. J'ai une dernière question pour clôturer ce débat sur les allergies qui manifestement intéresse beaucoup de monde. Que ce soit le généraliste, bon, oublions Santé Magazine donc, hein, que ce soit le généraliste ou nous gastro-entérologues, si on suspecte une allergie, qu'elle soit IgE dépendante ou pas, quelle serait la première prescription d'analyse que l'on ferait pour déjà éclairer un petit peu ? Je pense que rien ne vaut d'abord la clinique et l'interrogatoire si on a une forte suspicion et surtout si le patient a par ailleurs des antécédents d'allergie respiratoire, eh bien ça vaut la peine de l'adresser plutôt à un allergologue pour aller plus loin. Manipuler aujourd'hui des tests biologiques, par exemple, pour établir un diagnostic d'allergie digestive, ce n'est pas fiable comme approche. Donc ce n'est pas recommandé comme approche de se baser, sauf, bien entendu, si on a une suspicion sur un aliment qui se répète à chaque fois, etc. Mais dans la majorité des cas, on s'aperçoit que l'identification de l'aliment est difficile. C'est pour ça que je vous ai parlé des différentes méthodes de journal et puis ensuite de tests de provocation, etc. C'est la grosse difficulté, c'est d'identifier l'aliment parce qu'aujourd'hui, un adulte, il faut savoir qu'en moyenne en France, un adulte mange dans l'année au moins 300 aliments différents. C'est pas facile. Je te remercie, mais je te rappelle aussi qu'en préambule, tu nous as dit combien vous étiez peu nombreux et avoir une consultation chez un allergologue devient problématique. Écoute, je te remercie énormément pour cet exposé.